Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lève-toi et marche. Aujourd'hui, on va traiter musculation, objectifs, mais aussi alimentation, car bien évidemment, comme vous le savez, en tout cas si vous écoutez mes podcasts, tout ça est intimement lié et l'un va rarement sans l'autre si on veut réellement du résultat. Parler d'un sujet de saison qui revient chaque année, j'ai nommé le déficit calorique. Alors pourquoi en ce moment j'ai l'impression que beaucoup de personnes commencent, comme chaque année, à préparer le summer body. Bon, je le vois notamment à la salle parce qu'il y a une affluence de fou en ce moment. Et je sens aussi sur les réseaux, on voit pas mal de personnes qui se lancent en déficit calorique ou de challenge, perte de poids, qui se lancent à droite à gauche, etc. Donc dans ce podcast, on va surfer sur la vague et surtout vous apprendre, je l'espère, des choses sur le déficit calorique. On va parler de sèche, de mini-cut, de développement musculaire, même quand les calories sont basses. Et on va faire un point aussi sur un sujet dont on parle très peu et que vous m'avez demandé sur Instagram, la balance azotée. Alors avant de démarrer ce podcast, on va définir, ou en tout cas redéfinir les bases. C'est quoi une prise de muscle? Donc une prise de muscle, concrètement, c'est la croissance des fibres musculaires suite à un stress mécanique. Ici, la musculation, mais ça peut être tout à fait un autre sport ou même des mouvements répétés dans le cadre du travail, par exemple. Ça nécessite, pour ce faire, une balance positive entre synthèse protéique et dégradation protéique. Du coup, dans ce contexte, est-ce que le déficit calorique est un frein? En général, on perd du poids en déficit calorique. Mais quand on perd du poids, est-ce qu'on perd de la graisse? Est-ce qu'on perd du muscle? C'est justement là tout le problème. On souhaite perdre essentiellement de la masse grasse. Et c'est là que va rentrer en jeu la balance azotée. Comment faire pour, dans cette perte de poids, se débarrasser uniquement de la graisse sans perdre de muscle? C'est donc le facteur clé dans cette démarche. La balance azotée, c'est l'équilibre entre l'apport en azote via les protéines alimentaires et les pertes en azote via les urines, la sueur, etc. Pourquoi c'est important du coup de se concentrer sur cette balance azotée? Tout simplement parce que l'azote, c'est un indicateur indirect de la quantité de protéines dans le corps. Donc une balance azotée positive, c'est une croissance musculaire possible. D'ailleurs, on a justement une étude datant de 2013 qui a porté sur ce sujet et qui montre qu'une consommation plus élevée de protéines, allant jusqu'à environ 2 grammes par kilo de poids de corps pendant un déficit calorique, aide du coup à maintenir une balance azotée positive et à préserver de ce fait la masse musculaire. Parce que perdre du poids, c'est pas fondamentalement la chose la plus difficile à faire, mais ce qu'on souhaite en général, c'est perdre essentiellement de la masse grasse et non pas notre masse musculaire, d'accord? Donc comment on fait ça? Le but, c'est de créer un environnement métabolique contrôlé pour au final améliorer sa composition corporelle en brûlant du gras tout en conservant ses muscles. Donc du coup, on entend souvent parler de ces deux approches qui sont la sèche, la mini-cut. Quelle est la différence entre les deux? Pourquoi choisir plutôt une ou plutôt l'autre? La sèche, qu'est-ce que c'est? C'est la méthode classique en fait. Souvent, on en parle en musculation, mais même de façon générale, c'est ce que je conseille de mettre en place pour des personnes qui souhaitent perdre du gras. C'est une méthode qui se veut sur du plus long terme, entre 8 à 16 semaines, voire même plus selon les personnes et surtout selon la masse grasse à perdre. Donc c'est un déficit qui est modéré, qui est progressif, avec ou pas un traquage des calories. Donc les avantages, c'est que ça permet un meilleur contrôle de sa perte de gras tout en conservant le muscle. Ça permet aussi de ne pas trop se frustrer au niveau de son alimentation, étant donné que le déficit est modéré, pas trop agressif et se fait au fur et à mesure sur la durée. Donc ça permet d'être quand même un petit peu plus flexible sur son alimentation. Les inconvénients, c'est que comme ça se veut sur du long terme, il faut rester motivé du début à la fin. Et il y a un risque de stagnation si le déficit est mal contrôlé, s'il est trop agressif à un moment donné, s'il est mal dosé tout simplement. Et la mini-cut, du coup, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un petit peu la même chose. On peut dire au final que c'est la version courte de la sèche. La version courte, oui, mais surtout la version agressive. Là, on est sur une durée donc plus courte de 2 à 6 semaines. Donc c'est un déficit agressif, comme je vous le disais, qu'on utilise en général plutôt
pour les pratiquants de musculation qui sont en prise de masse, ça permet de faire une pause dans cette prise de masse pour dégraisser un petit peu, voir où est-ce qu'on en est et vite pouvoir repartir sur une prise de masse. Donc au final, ça s'adresse pas, je trouve, à des personnes qui souhaitent juste perdre en masse grasse pour retrouver une composition corporelle plus saine dans laquelle ils se sentent mieux parce que justement c'est trop agressif et ça n'est pas adapté à l'objectif. Et quand on parle de déficit, de sèche, de mini-cut, est-ce qu'on peut développer sa masse musculaire même en déficit? Spoiler, oui, mais ça dépend surtout du contexte aussi. Bon, en réalité, ça va être possible dans la très grande majeure partie des cas. Donc pour les débutants par exemple, évidemment que oui, car dans tous les cas, leurs muscles vont répondre très facilement étant donné leur niveau débutant. En réalité, quand on commence, on peut faire à peu près tout et n'importe quoi, on aura du résultat. Donc c'est pour ça que beaucoup de pratiquants qui démarrent ne cherchent pas à s'informer et s'instruire sur le sujet parce que même en faisant un petit peu n'importe quoi, il va y avoir du résultat, mais c'est normal parce qu'à partir du moment qu'on passe de rien à un peu quelque chose, il va y avoir une évolution, mais après elle va très vite être freinée. Ensuite, ça s'adresse aux personnes qui reprennent après une pause, par exemple après une blessure ou que la vie a fait que la pause a été imposée. Dans ce contexte-là, ça peut avoir du sens. Et dans le contexte, évidemment, des personnes même intermédiaires avancées, à partir du moment où il y a un surplus en termes d'apport en protéines, que l'entraînement est intelligent, que le sommeil et la récupération sont au top, il y a des gains possibles même en déficit. Là où ça devient limité, voire même très compliqué, c'est pour les pratiquants beaucoup plus avancés, experts. Être en déficit et continuer à développer sa masse musculaire, je vous cache pas que ça va être très compliqué. Du coup, je vais vous parler de la balance azotée. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est un concept dont on parle très peu et pourtant qui est primordial dans le phénomène de catabolisme et d'anabolisme. Alors du coup, qu'est-ce que c'est? C'est l'équilibre entre l'azote consommé, donc via les protéines, et l'azote excrété. Donc là, si la balance entre les deux est positive, il y a de la construction musculaire, on est dans un phénomène anabolique. Au contraire, si la balance est négative, on est sur du catabolisme musculaire et ça en général c'est ce qu'on veut fuir. Donc là où il faut faire attention, c'est que forcément quand on est en déficit, il y a beaucoup plus de risques d'être dans une balance azotée négative. Donc comment l'éviter? Il est important du coup de manger suffisamment de protéines. Quand je dis suffisamment, en déficit, on essaye même de taper à 2 voire 2,5 grammes de protéines par kilo de poids de corps. On évite le surentraînement. On a tendance, quand on est en déficit, à vouloir très très vite incorporer plein de cardio pour aller plus vite. Ça, c'est à éviter, bien sûr, sinon vous allez juste taper dans votre masse musculaire car vous allez tomber en catabolisme. On n'en parle pas assez, mais le repos, la récupération des nuits de 7 à 8 heures, c'est vraiment primordial en déficit calorique. Ça nous permet d'enchaîner avec les erreurs classiques que je vois tout le temps chez les personnes qui démarrent un déficit calorique. C'est un déficit du coup trop important dès le début. C'est, comme je vous le disais, trop de cardio, les micronutriments qu'on oublie complètement. Au final, qu'est-ce qui se passe? Le corps se met en panique. Il va confiner bien comme il faut au chaud son gras par sécurité. Il va se mettre en état de catabolisme, donc en balance azotée négative, ce qui fait que on va perdre sa masse musculaire, on va être épuisé, on va stagner, notre immunité va baisser également et on va se sentir complètement démotivé. En tant que coach, je vous cache pas que j'ai eu l'occasion de voir maintes et maintes fois des personnes dans ces cas-là. Une personne par exemple qui avait perdu 6 kilos en un mois. Super, vous allez me dire, bah ouais, mais dans les 6 kilos, il y en avait 4 où c'était du muscle qui était parti. Simplement parce qu'il ne mangeait pas assez de protéines et faisait 1 heure de cardio par jour. L'objectif, encore une fois, c'est pas juste de perdre du poids, d'accord? C'est de viser une composition corporelle efficace pour augmenter son métabolisme et être surtout en bonne santé. Surtout que, évidemment, c'est pas sans conséquence également sur le système hormonal. Donc, faisons un point là-dessus. Qu'est-ce qui se passe au niveau hormonal quand on est en déficit? Donc, il faut faire attention, car un déficit prolongé, ça provoque énormément de stress métabolique. Donc, la leptine qui est en chute, ce qui augmente la sensation de faim, car la leptine est l'hormone de la faim. La testostérone pour les hommes et les hormones thyroïdiennes pour les femmes
vont fatalement chuter, donc baisse métabolique, donc stagnation, encore une fois, voire même régression, car le corps en état de stress métabolique trop longtemps va se remettre à stocker du gras, même en déficit calorique si celui-ci est trop agressif. Tout simplement parce que le corps va penser que vous êtes en famine. Il va ralentir la machine pour survivre. Il ne faut pas oublier que le corps n'a qu'une seule mission, c'est de vous maintenir en vie. Lui, il s'en fout. Il cherche pas à savoir quelle shape vous avez, combien de kilos vous voulez perdre, que l'été il arrive et qu'il faut être au top sur la plage. Ah non, lui, il s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est assurer sa survie, ses fonctions vitales et basta. Comment est-ce qu'on peut faire pour démarrer un déficit calorique de façon intelligente? Déjà, c'est intéressant de connaître ses apports, de savoir combien on a besoin en termes, pas forcément de calories, si vous voulez pas compter vos calories, c'est pas indispensable, mais de savoir quelle quantité de nourriture correspond à votre maintien. Le maintien, qu'est-ce que c'est? C'est l'apport en énergie dont le corps a besoin pour se maintenir, donc ni pour perdre, ni pour prendre du poids. Une fois que votre maintien est établi, déjà, on va prendre son poids, ses mensurations et des photos pour avoir vraiment la base de votre composition corporelle à maintien. Une fois que c'est fait, ce qu'on peut mettre en place, c'est un déficit léger de 10 à 15%, pas plus. En conservant par pitié l'apport en protéines, d'accord, si vous avez bien écouté jusqu'à présent, plutôt réduire sur les lipides et les glucides et faire un point toutes les semaines au niveau, encore une fois, du poids, des mensurations, des photos. Constatez qu'est-ce qui se passe. Est-ce que la perte a commencé à se mettre en place? Est-ce qu'il ne s'est rien passé du tout? Et en fonction de ça, soit vous baissez encore un petit peu, mais vraiment au fur et à mesure cette fois, soit ce déficit vous convient pour le moment, la perte a commencé à se mettre en place. Tant que la perte continue, il n'y a pas besoin de baisser davantage. Bon, ça reste des conseils vraiment de façon générale. L'étape aussi qui peut être un petit peu délicate, c'est quand on est potentiellement arrivé à son objectif et qu'on souhaite repasser sur du maintien pour ne plus continuer à perdre et pour se stabiliser. Très honnêtement, mettre en place un déficit, surtout quand on a pas mal de poids à perdre, je ne peux que vous conseiller de faire appel à un coach au moins pour qu'il établisse les bases avec vous en fonction de vous, de votre corps, de votre métabolisme, de votre mode de vie. C'est tellement propre à chaque personne, il n'y a pas de méthode magique à appliquer à tout le monde. Le métabolisme est vraiment propre à chacun et surtout, il est propre à votre mode de vie à l'instant T. Chaque personne aura son métabolisme qui va réagir différemment au cours de sa vie en fonction de son mode de vie. Si c'est des périodes stressantes, si c'est des périodes actives, le métabolisme, c'est le reflet de votre vie à l'instant T. Donc il ne sera jamais pareil. C'est pour ça qu'on ne peut pas donner de méthode qui va fonctionner pour tout le monde, car chaque personne est différente et a un mode de vie différent. Si vous avez besoin d'aide pour atteindre vos objectifs, c'est absolument le moment où je place ma pub. Je vous rappelle que je suis coach en sport et en nutrition. Je serai ravie de pouvoir vous aider à atteindre vos objectifs. C'est déjà tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura un petit peu éclairé sur le déficit et ses différentes manières de l'appréhender et de le mettre en place. Comme toujours, on se retrouve sur Instagram si vous avez des questions, des suggestions d'épisodes de podcast. Je vous mets le lien en description et je vous dis à la prochaine pour le prochain podcast.